bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui concernait un petit peu la vie du sol dans sa globalité, un petit peu comment moi je procède. Cette vidéo, elle fait suite à une question que j'ai reçue par email d'Anita qui m'a parlé de Monsieur Dowding et je tenais à faire une fois une vidéo pour parler un petit peu de ce sujet qui mériterait énormément de vidéos, mais qu'on va essayer de condenser ça et d'essayer d'expliquer un petit peu comment on fait pour générer ou pour posséder un sol fertile dans son potager. Lorsqu'on parle fertilité du sol, on entend beaucoup sol vivant, ce sont des termes qui apparaissent de partout maintenant dans les vidéos qui parlent de ces sujets. Il faut peut-être comprendre un tout petit peu comment fonctionne en fait la fertilité d'un sol. Avant de parler d'un sol vivant, le vivant du sol, ce sont tous les êtres vivants qui seront dans ce sol et qui travaillent pour ça. Il faut comprendre peut-être comment eux vont se nourrir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de la matière organique. Pour schématiser, une plante est le seul être vivant qui est capable d'utiliser la matière minéralisée du sol, qu'elle va transformer grâce à la photosynthèse au CO2, je schématise beaucoup, j'imagine, pour pousser, pour générer de la matière organique qui est composée de cellulose, de lignine et peut-être d'autres choses, d'eau, etc. Et cette matière organique créée par la plante grâce à cette photosynthèse, ce CO2 et les matières organiques, les matières minérales qui sont dans le sol, excusez-moi, va finir par tomber au sol et générer de la matière organique que les êtres vivants du sol vont digérer, vont transformer, et en transformant la matière organique, ils vont relibérer les minéraux qui vont être disponibles pour le cycle suivant des plantes. Donc en comprenant que la plante a besoin de ces minéraux, il est nécessaire pour qu'elle ait accès à ces minéraux, que la matière organique, qui est tout le vivant qu'il y a là-dessus, se minéralise. Il faut bien évidemment des animaux, des êtres vivants spécialisés pour faire ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sol vivant. C'est-à-dire qu'au moment où la matière organique tombe sur le sol, on va avoir toute une panoplie d'êtres vivants qui vont s'occuper de transformer cette matière qui est fraîchement tombée sur le sol, ou bien par exemple, on pourrait imaginer des blés ou des foins mûrs qui à un moment donné, s'ils ne sont pas coupés, se mettent à faire des graines et puis à la fin de l'hiver vont se coucher et tomber sur le sol. Il faut faire quelque chose avec cette matière organique. Et cette matière organique va être transformée par les vers de terre, par les différents insectes que vous avez déjà tous vus dans le sol. Et il y a en fait une vie incroyable qu'on ne voit pas dans le sol qui s'occupe de faire ça. En plus de ça, on a des bactéries spécialisées dans le sol, on a des champignons qui sont plutôt, eux, intéressés à transformer les matières comme le bois, donc la lignine. Les bactéries vont s'occuper plutôt de ce qui contient plus d'azote, comme le fumier, ça sera plutôt une bactérie qui va faire ça. La paille du fumier, ça sera plutôt des champignons, enfin, etc. Il y a une foison de petits mondes vivants qui sont occupés à travailler dans le sol. Donc l'idée, quand on a compris que ce cycle, il est important de remettre en place ceci dans son jardin, on va commencer à réfléchir pour activer cette vie et la développer. La matière organique n'est rien d'autre qu'en fait une énorme réserve d'énergie qui va être utilisée par les micro-organismes, dans ce cas-là, ou les animaux plus grands. Hein. La matière organique, elle est mangée par les vaches la transforment finalité en lait et en viande, elles grandissent. Nous aussi, on mange des salades, on mange de la matière organique sur diverses façons. On utilise cette énergie pour transformer notre corps, pour le faire vivre, pour se réchauffer, et on va rejeter en partie de la matière organique, comme tous les êtres vivants, et en partie des minéraux. Et les plantes, ce qu'elles veulent, elles, ce sont les minéraux. C'est vraiment le cycle de base de la vie, en fait. Maintenant, pour que ces êtres vivants, en plus d'avoir de la matière organique, puissent travailler et fonctionner dans le sol, ils ont besoin un petit peu d'aide. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on ne perturbe pas trop le système du sol. On n'est pas tout le temps en train de labourer à 40 cm et de tout changer ses couches, alors ça ne va pas nécessairement
les tuer, mais ça va perturber énormément leur travail. Ils ont besoin d'avoir un certain taux d'humidité, d'avoir de l'air. Je sais, ils sont assez compliqués quand on réfléchit à tout ça, mais c'est comme ça que la vie du sol peut s'exprimer et se développer au mieux. Et c'est en touchant le moins possible leur vie et leur travail qu'on va fertiliser le plus rapidement son sol. Il faut bien faire la différence entre un sol de jardin, un sol de forêt, un sol de prairie. Ce sont tout ça des conditions qui sont totalement différentes. Ce qui nous intéresse plus peut-être aujourd'hui, on va parler plus d'un sol de potager. Il ne faut pas oublier que dans un potager, on a une culture extrêmement intensive pour la nature. On attend beaucoup de notre potager, une culture d'hiver, une culture de printemps, une culture d'automne, enfin, etc. On est constamment en train de changer les variétés de plantes qui poussent dans des endroits. La nature aura plutôt tendance, si un arbre, un chêne pousse là, il y a forte chance qu'il y ait des chênes qui poussent tout près du chêne, alors que nous, on aura, si je schématise l'idée de mettre un chêne cette année-là, et l'année prochaine, on va planter ici une tomate, ou etc. Le jardin, c'est quelque chose qui bouge. Donc, il a besoin d'une fertilité accrue et des nutriments qui sont très diverses pour pouvoir que toutes les plantes qu'on désire faire pousser puissent les utiliser. Donc c'est pour ça le jardinier aura tendance à mettre le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, pour développer la fertilité du sol. Cette fertilité du sol, comme je disais, je parlais d'aération. Elle va dépendre maintenant, pour commencer, si vous posez la question, mais moi je fais comment, maintenant je fais comment pour rendre mon sol fertile? Alors c'est là où on va peut-être commencer par se dire chaque jardin, chaque microclimat aura déjà des conditions différentes. C'est-à-dire comme la base de ce que nous effectuons dans notre jardin, mon épouse et moi, elle sera plus ou moins la même partout. Elle peut être plus ou moins la même partout. Mais le sol, il sera différent déjà entre là et 50 mètres plus loin, ou là et même 10 mètres plus loin. J'ai déjà des conditions différentes. La question maintenant, c'est de se dire, voilà, mais qu'est-ce que je fais en tant que jardinier pour rendre mon sol le plus fertile possible? Alors, la première chose, on entend tout le temps, il faut recouvrir le sol. C'est extrêmement important, effectivement, de couvrir le sol. Couvrir le sol, ça veut dire, soit on y met de la matière organique sur le dessus, artificiellement parce que voilà, on la rajoute, soit on fait aussi pousser des plantes qui couvrent le sol. Il faut bien faire la différence que couvrir le sol ne veut pas nécessairement dire l'action mécanique de mettre quelque chose dessus. Le fait d'avoir des plantes denses sur un sol, ça peut aussi représenter en partie une couverture de sol. Donc, la première chose de bien faire dans un jardin, c'est de le planter. C'est d'avoir des plantes le plus souvent possible qui sont sur le sol. Parce que les plantes, en faisant de la photosynthèse, en faisant plein de choses pour pousser, en utilisant de l'eau qui est dans le sol pour grandir, etc., elles vont créer tout un système qui va permettre au sol et aux êtres vivants du sol d'avoir un échange avec l'extérieur. Elles vont leur donner du sucre, elles vont les nourrir. Donc, avoir des plantes qui poussent dans son jardin, c'est une bonne chose. 2, couvrir de matière organique. Alors, on peut couvrir de matière organique verte, on peut couvrir de matière organique plus mature, comme de la paille, comme du foin, comme du fumier. On peut faire un mélange de beaucoup de choses. On peut mettre des feuilles aussi. On pourrait mettre des feuilles et du fumier, de la matière verte, de la tonte, etc. Toutes ces matières organiques apportent un ensemble de nutriments qui est différent. Alors, comme beaucoup de choses, comme par exemple l'alimentation humaine, on ne peut pas manger que du maïs. Pour survivre, il faut manger plusieurs choses. Le sol, une diversité de choses. Donc le sol, c'est un petit peu la même chose. Lui, il aime bien manger aussi diversifié pour nourrir un peu tout le monde. Ce qui veut dire par là que si j'apportais que du maïs complètement haché tout le temps sur mon sol, ce serait peut-être pas suffisant. En tout cas, pas si je le hachais tout le temps vert. Il faudrait que je le hache en tout cas en partie brun, en partie vert, parce que quand il est vert, il contient beaucoup de cellulose. Quand il est bien brun, tout sec, il contiendra plus de lignine. C'est le but de la plante. Elle va faire plus de lignine plus elle vieillit. Donc, encore une fois, il faut avoir un bon sens. Il faut essayer d'apporter
des choses diversifiées à son sol. Alors dans la saison de tonte, pour ceux qui ont des gazons, pourquoi pas amener de la tonte? Il faut faire attention, pas trop en mettre, parce que sinon elle va faire des croûtes, hein, des couches, mais pourquoi pas mettre de la tonte? Il ne faut surtout pas la jeter. On peut coucher à son sol au début de saison un mélange du fumier, mais du fumier, pas une couche comme ça, mais on peut mettre un peu de fumier sur son sol. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a à disposition du fumier. Et vous savez que que je passe beaucoup de branchage à travers le hachoir. Donc j'ai des branches coupées qui sont en partie feuillues vertes, parce que les oliviers, par exemple, les azinières, tout ça ont des feuilles vertes en plein hiver. La branche, les feuilles, je mélange ça avec du fumier que je peux avoir ici et je mets ça sur mon sol. C'est en partie comme ça que moi, j'ai décidé de couvrir cette année mon jardin parce que c'est ce que j'ai. L'autre chose que j'essaye de faire, c'est d'amener du gazon. J'ai pas ici, j'ai beaucoup d'herbe en ce moment parce qu'il a beaucoup plus printemps au Portugal. Mais voilà, si je coupe maintenant de l'herbe, je vais avoir aussi des semences de beaucoup d'adventices dans mon jardin. Je préfère faire pousser, disons, des plantes que des adventices. Sur les chemins, c'est différent, mais sur mon jardin, c'est mieux de faire pousser des plantes. C'est ce que je veux quand même. Pas trop qu'il y ait de combat entre les adventices et mes légumes. Alors, je vais éviter de ramener de l'herbe en graines, mais pourquoi pas de l'herbe verte. Et je vais faire aussi pousser de la matière organique, telle qu'on en avait parlé dans des vidéos où je parle de faire pousser de la sylphie que je pourrais hacher. Par exemple, j'ai 7 courges qui ont poussé spontanément dans mon tunnel. Alors, pour pas qu'elles utilisent trop de place au sol, parce que je vais avoir autre chose au sol, on a décidé de les faire pousser en hauteur. Mais bien sûr, les courges, elles sont vigousses, elles mettent des rejets latéraux un peu partout. Alors, je coupe simplement les rejets de courges, comme ici. Comme j'ai fait là, je coupe les rejets de courges. Je les hache très grossièrement avec mon couteau et je les pose au sol. Et en faisant ça, je donne de la matière organique directement au sol. Je stimule la plante aussi en la coupant. Elle va se dire, oh là là, alors elle va pousser encore plus vite en hauteur, tant mieux. Donc toute cette manière, c'est avoir un bon sens entre ce que je vais apporter de matière brune, ce que je vais apporter de fumier. Il ne faut pas couvrir avec 25 cm de fumier, ça va être impossible de faire pousser certaines plantes dans le fumier. Après, il y a aussi des études qu'il faut un petit peu pousser sur qu'est-ce que je peux faire pousser. Si vous avez que du fumier à disposition, par exemple, vous avez la possibilité de le laisser vieillir, de le laisser se composter. Dans notre cas, la manière numéro 1, la plus simple de commencer, c'est de couvrir le sol avec ce que vous avez comme matière organique à disposition. La matière organique à disposition, c'est aussi bien évidemment tout ce que fait pousser votre jardin. Quand on arrache un oignon de printemps, on va se retrouver avec une partie de la plante qu'on ne va pas pouvoir consommer. Quand on va couper son chou à la fin de la saison, on va se retrouver avec des feuilles qu'on ne va pas consommer, une tige qu'on ne va pas consommer. C'est tout ça de la matière organique où vous avez deux choix potentiels. Le premier, c'est de complètement l'enlever de votre jardin et d'aller la composter, ou bien de la composter directement au sol. Alors pour aider le sol, vous pouvez hacher le plus possible vos plantes, les mettre au sol directement. Mais après, il y a des gens que ça va gêner. Visuellement, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a envie de voir dans un jardin. Ça, chacun a aussi sa façon de voir les choses. Alors, vous pouvez les transporter et les composter. Ce que moi, je vous conseille, toujours, c'est de laisser au moins les racines des plantes que vous coupez. Si par exemple, vous ramassez le chou, laissez la racine tout l'hiver dans le sol. Elle va se décomposer, elle va nourrir et elle va perturber le moins possible. Par contre, si vous arrachez votre chou du sol, vous allez prendre une motte et ça fait une perturbation qui est importante dans le sol. Imaginez les petits pois qui sont là, qui vont fournir des petits pois. Quand même, il y a une énorme partie de matière organique que je ne vais pas consommer, je ne vais pas les mettre dans la salade. Alors, imaginez tout ça, qu'est-ce que je vais faire avec le reste des petits pois quand ils seront secs, quand j'aurai ramassé les... Parce qu'en partie, je vais les consommer, en partie, je vais faire des graines. Donc, laissez le cycle terminer. Qu'est-ce que je vais faire avec ma paille de petits pois? Soit je la couche au sol, mais ça fera des longues tiges, soit je vais la composter. J'en viens justement sur une méthode qui est de plus en plus, on en entend parler. Donc, c'est clair qu'on entend souvent parler, les Anglais, du no-dig. Et puis, il y a des vidéos qui tournent. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir parlé de Charles Dowding. Alors, ça fait déjà beaucoup d'années que je suis les vidéos de Charles Dowding. On a testé cette méthode de couvrir le sol avec du compost.
ce que je viens de vous expliquer auparavant, c'est exactement la même façon de procéder si vous couvrez avec du compost. La différence, c'est que la transformation de la matière organique dans un composteur, elle a déjà été avancée par les organismes vivants dans un site très précis, c'est-à-dire le composteur, la région où vous faites le compost, et vous transformez déjà une matière qui est, on va dire ça, prédigérée directement dans votre sol. Donc vous allez avoir une activité biologique importante sous ce compost. Vous allez avoir une grosse fertilité qui est apportée par le compost. Charles Doding, il faut comprendre que dans le Somerset, le sud de l'Angleterre où il est, une région où il pleut tout de suite, quand il pleut beaucoup, il a mis au point cette technique parce qu'il s'est retrouvé quand il s'est posé toutes les questions quand il a commencé à faire son maraîchage, comment est-ce qu'il allait faire pour pas devoir mettre des engrais, comme tout ce qu'il voyait, des engrais chimiques, attention, qu'il voyait dans la manière de fonctionner des maraîchers autour de lui. Il a commencé par pailler, il s'est vite rendu compte, vous imaginez les limaces qu'il a pu avoir dans un environnement humide comme le sud de l'Angleterre. Il s'est dit ça ne va pas fonctionner. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le compost, en ayant des jardins bien propres, de l'herbe, des parcelles avec le compost dessus, il allait réduire énormément la vie des limaces. Et c'est pour ça qu'il a mis au point cette technique. Je vous encourage à regarder ces vidéos. Alors elles sont pratiquement toutes en anglais, mais sa technique, elle est incroyable, ça fonctionne. Ce qui est génial, c'est si vous voulez commencer un potager, la manière dont lui, il met du carton au sol, il met 10 cm de compost mûr, et il commence à planter comme ça, et ça fonctionne extrêmement bien. Si on veut commencer un potager aujourd'hui, je mets un peu de carton au sol, du compost, et puis je peux commencer un potager. Tout ça, c'est aussi une question de compost. Il est équipé pour le faire, c'est-à-dire qu'il a des petites maisons, parce que le compost a aussi une vie bien précise. Il lui faut de l'air, pas trop d'eau, mais il lui faut de l'eau. Il lui faut pas trop de soleil, mais il lui faut quand même de la chaleur. Donc le compost, il est aussi délicat à faire. C'est pas si simple que ça de faire un compost. Il faut le retourner au moins une fois. Donc il peut ouvrir ses portails un peu comme des boxes de chevaux, il transbase de l'un à l'autre. Donc faire du compost, ce n'est pas non plus quelque chose qui magiquement va arriver dans votre jardin. Alors, à l'échelle de notre jardin, ce n'est pas possible pour l'instant de faire un compost aussi gros. On en a un qui a bien fonctionné cet hiver. J'étais incroyablement surpris la vitesse dont la matière organique que je mettais, c'est-à-dire des oranges, des choses que les poules ne mangent pas, par exemple, à quelle vitesse c'était transformé dans ce sol. Et donc, ça m'encourage peut-être à me dire que c'est faire quand même du compost à côté de tout mettre sur le sol, parce que je verrais mal mettre mes oranges comme ça directement dans mon jardin. Visuellement, ça fait un peu bizarre. Mais voilà. Donc, le compost, ce n'est pas quelque chose qui est si simple à faire. Il faudrait faire une autre vidéo sur le compost, mais je ne peux pas rallonger celle-ci plus que ça. Mais Charles Doding, c'est le compost au sol, mais ça ne diffère pas. En finalité, ça va ressembler exactement à ce que vous faites si vous couvrez avec la matière organique. C'est juste qu'elle est à un autre stade de minéralisation que la matière organique fraîche ou bien des pailles. Elle est déjà prédigérée. Mais c'est extraordinaire. Regardez ces vidéos, c'est l'horloger du jardinier quant au timing de plantation, le calendrier, la façon dont il fait. Il y a des choses extrêmement géniales qu'il fait dans ces vidéos. Je vous encourage à regarder. C'est quelque chose que vous allez adorer pour ceux qui comprennent. C'est vraiment des vidéos géniales. Maintenant qu'on a compris qu'il faut stimuler et nourrir la vie du sol, l'autre élément qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'est-ce que je vais faire finalement avec mon sol? Quel est le but? Alors, on parle de no-dig. Charles Doding, par exemple, ne perturbe jamais son sol. Regardez même la vidéo qu'il a faite. Il y en a une en français, je sais. Il ne touche jamais son sol. Alors, si vous devez travailler le sol, comme je l'ai déjà expliqué, par exemple, pour construire votre jardin, pour modifier quelque chose, faites-le. Vous n'allez pas tuer tout le monde, ça va se remettre rapidement en travail, etc. Donc, faites-le. L'idée, c'est par contre, chaque année, d'essayer de moins en moins perturber votre sol. Et si vous devez
faire quelque chose parce que vous êtes envahi de, je ne sais pas, de chiens-dents ou de... Il peut y avoir plein de choses. Essayez de travailler les couches seulement superficielles de votre sol, entre 4 et 8 cm, sans devoir aller trop perturber plus profond. Parce qu'en fait, les êtres vivants qui sont dans ce sol, même s'il est compacté, alors le compactage du sol, ça nécessite aussi un travail du sol. S'il est vraiment compacté, votre sol, vous pouvez passer un coup de grelinette parce que quand vous faites ce qu'on appelle la grelinette ou bien une sorte de fourche, si vous n'avez pas de grelinette, en décompactant un tout petit peu le sol avec la grelinette, on va aérer son sol et on va permettre aux êtres vivants de pouvoir pénétrer plus profond pour travailler, eux le font pour travailler votre sol. Laissez à ces êtres vivants le job, ils vont le faire beaucoup mieux que vous. Et le but final, c'est en fait finalement que notre sol est composé de sable, il est composé de cailloux, il est composé d'argile, de limon. Et l'idée, c'est que les animaux vous structurent votre sol. Le point final de tout ça, c'est d'avoir un sol structuré par les animaux, structuré par la vie du sol. Et une fois que votre sol sera vraiment parfaitement structuré, commencera à avoir, ce qu'on ne va pas parler aujourd'hui, mais des humus, va commencer à devenir extrêmement fertile. Mais tout ça, ça va prendre un peu de temps. Et dans le cheminement de tout ça, il va falloir éventuellement aider un petit peu ces légumes. Et c'est là où rentre en compte le fait que vous avez, c'est comme ça, il faut le faire peut-être. C'est ce qu'on appelle par exemple les engrais. On peut aider ces légumes avec des engrais organiques maintenant qu'on peut acheter. On va simplement dire qu'un engrais organique en poudre, c'est un concentré de matière organique minéralisée qui est mis à disposition des plantes. Mais attention, je parle d'engrais biologiques, hein, je ne parle pas d'engrais chimiques dans ce cas-là. Donc les engrais en poudre biologique qu'on peut acheter, les purins d'ortie qu'on peut faire, ou simplement un caca de vache que je dilue dans de l'eau et que je mets à 10% après dans mon arrosoir. Je peux arroser certaines plantes qui sont très demandeurs d'azote parce que l'azote, ce n'est pas si simple d'en avoir. On n'a pas tous une foison de haricots partout qui stocke l'azote dans le sol. Ça prend un peu de temps de construire son sol. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Donc, entre-temps, aidez un peu, comme vous pouvez, vos plantes, par exemple par des purins, par exemple par des achats d'engrais biologiques. Mais l'idée, c'est d'un jour de pouvoir se passer complètement d'intrants dans votre jardin ou alors peu. Par exemple, nous, on aide passablement certaines plantes très gourmandes en azote avec un tout petit peu de fumier de poule. On a des poules. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce fumier de poule? Il ne faut pas trop exagérer parce que quand c'est frais, c'est très fort, ça brûle. Bien, moi, je n'ai jamais observé de problème, mais j'ai toujours été light avec. Mais le fumier de poule, c'est riche en azote, c'est riche d'ailleurs en plein de choses qui sont bonnes pour le jardin. Donc voilà, nous, on aide un peu avec ça. Il y a des vaches qui font caca juste à côté. Enfin, je ne vous fais pas un dessin. Je n'ai pas encore un sol extrêmement fertile, bien que cette année, comme je vous avais montré les fèves, où j'ai absolument rien fait à part les planter et recouvrir le sol, je suis déjà extrêmement content du résultat. En conclusion de cette vidéo qui pourrait être détaillée dans énormément de vidéos, mais il y a beaucoup de gens géniaux qui ont fait des vidéos à ce sujet, comme Damien Descartes, comme Rémi Koulik. Il y en a plein de vidéos où on vous parle de la vie du sol. L'idée de cette vidéo, c'était de vous donner une idée de comment ça fonctionne, que vous puissiez tout de suite vous mettre au travail dès cette année pour nourrir votre sol, pour commencer. Et ensuite, vous avez tout l'hiver prochain pour étudier exactement la technique que vous voulez utiliser pour mettre en place la future fertilité de votre sol. D'ici là, je vous souhaite une super semaine. Merci d'avoir écouté cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis à tout bientôt. Au revoir.